bienvenue dans le débat de France 24. La contestation en Russie se poursuit après la victoire aux législatives du parti de Vladimir Poutine, Russie Unie. Des fraudes ont été constatées et dénoncées lors de manifestations dans les rues de Moscou ou encore de Saint-Pétersbourg. Des centaines de personnes ont été interpellées de manière extrêmement musclée. Alors la question qu'on peut se poser ce soir, le pouvoir de Vladimir Poutine est-il en train de vaciller? Ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, il y a encore des manifestations sur la place du Triomphe à Moscou. La situation en Russie, on en parle ce soir avec nos invités, avec Annie Daubenton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse indépendante, spécialiste de la Russie. Vous avez été correspondante à Moscou pour Radio France et vous êtes l'auteur de Russie, l'État carnivore. Vous plantez le décor et c'est aux éditions de Noël. Sacha Koulaeva, bonsoir. Vous êtes russe. Vous travaillez à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous êtes spécialiste de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale et vous avez travaillé auparavant pour l'ONG russe Mémorial qui défend également les droits de l'homme en Russie. Alain Blum, bonsoir. Vous êtes le directeur du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européen. Et puis avec nous, Emin Iskenderov, bonsoir. Vous êtes russe, vous êtes président d'une société russe qui s'appelle Hermitage, qui est une société de promotion immobilière. Alors avant de commencer ce débat, on revient, si vous le voulez, tout de suite en images sur les manifestations de ces derniers jours avec Marie Normand. Les chaînes de télévision publiques russes n'en parlent pas. Pourtant, le conflit se durcit entre les pro et anti-annulation du scrutin. Ce mercredi encore, les soutiens du Kremlin étaient dans la rue, nombreux. La police est là, mais n'intervient pas. Du côté des manifestations d'opposants, les forces de l'ordre sont plus présentes. Les interpellations se succèdent, 1 millier depuis dimanche. Pour le parti Yabloko, la police est partiale. Ses dirigeants appellent à la poursuite du mouvement de contestation des élections. Ils affirment que leurs résultats ont été revus à la baisse dans plusieurs bureaux de vote de Moscou et Saint-Pétersbourg. Nous irons devant toutes les cours de justice, des plus importantes aux plus petites. Nous ouvrirons des affaires criminelles. Nous savons que cela va impliquer des dizaines de milliers de personnes, mais cela ne nous arrêtera pas. Et nous nous battrons pour l'annulation de ces résultats, d'abord dans certains bureaux de vote, puis les résultats généraux de ces élections de toutes les manières possibles. Une voix supplémentaire est venue les appuyer, celle de Mikhaïl Gorbatchev. L'ancien président réclame lui aussi l'annulation des législatives. La direction du pays doit reconnaître qu'il y a eu beaucoup de falsifications et de manipulations. Je considère que les autorités ne peuvent prendre qu'une seule décision, annuler les résultats des élections et en organiser de nouvelles. Pendant ce temps, Vladimir Poutine continue d'avancer ses pions vers la magistrature suprême. Le Premier ministre a présenté officiellement sa candidature à la présidentielle devant la commission électorale. Alors on va regarder ensemble les résultats de ces législatives. Le parti Russie Unie a obtenu la majorité absolue à la Douma avec 238 députés, vous le voyez, sur 450. Le parti communiste obtient lui 92 députés, le parti de centre-gauche 64 et le parti ultra-nationaliste 56 sièges. Poutine donc, qui obtient, je vous le disais, la majorité absolue, mais pas la majorité des 2/3 qui lui permet de modifier la Constitution. Là, ce sont les vrais résultats. Mais il y a eu des résultats qui ont été donnés par la télévision d'État et qui, eux, sont apparus invraisemblables, il faut bien le dire. Un exemple, la région de Voronezh, qui se trouve au sud de Moscou, apparemment, plus de 100% des habitants ont voté. Ils étaient 115% pour être précise. En tout cas, lorsque l'on fait le décompte qui est donné par le présentateur, on arrive à ce résultat pour dire que les choses sont loin d'être claires. Annie Daubenton, est-ce qu'on peut parler, au vu de ces résultats, d'un désaveu pour Vladimir Poutine qui obtient la majorité absolue, mais qui fait nettement moins que lors du dernier scrutin. Écoutez, ce qui est très intéressant selon moi, c'est que Vladimir Poutine lui-même l'a pris comme, non pas un désaveu, mais comme quelque chose qui le frappait de front et à laquelle il ne s'attendait pas. La réaction est venue du sein du pouvoir immédiatement, et même s'ils ont essayé de cacher l'étendue de la défaite, disons, même si nous travaillons, il faut bien le reconnaître, sur des chiffres qui sont faux. C'est-à-dire la falsification a été dans de telles proportions que l'on ne sait pas, quand on voit les 17,22%, finalement, on ne sait pas très bien de quoi l'on parle. Mais la réaction du pouvoir est venue immédiatement. Vladimir Poutine lui-même a dit très sérieusement qu'il fallait que les électeurs russes prennent au sérieux leur nouveau Parlement. Mais il y a d'autres signes qui sont très intéressants. D'abord, je dirais sur le plan de la répression, des
des attroupements qui sont de plus en plus forts dans les principales villes de Russie. Autre chose au sein du Kremlin, des éminences grises comme Surkov qui a commencé à dire que 10 ans après, nous n'étions plus dans la même conjoncture. Et donc, il faut quand même maintenant un petit peu moduler notre manière de faire la politique et de faire évoluer ce pays. Tout cela veut dire qu'en 3 jours de temps, même pas, à peine 2 jours et demi, ce désaveu et cette manifestation inattendue de la société, celle que l'on pensait ad vitam aeternam, aimer et vouloir le knut et la main de fer, s'est montrée à la hauteur de ce que pouvait être une Russie moderne. Une société donc qui se réveille. Sacha Kowaleva, je rappelle que vous travaillez pour la Fédération internationale des droits de l'homme. On n'avait pas vu de telles manifestations à Moscou, en tout cas depuis longtemps. Il y a eu des arrestations musclées, de nombreuses personnes arrêtées, interrogées. Il y a eu des violations des droits de l'homme. Oui, de toutes les façons, malheureusement, les violations de droits de l'homme n'ont pas commencé depuis 3 jours. Déjà, c'est un pays dont la situation est extrêmement préoccupante de ce point de vue. Et toute la campagne électorale a été entachée des irrégularités, des violations de droits de l'homme, des violations à tous les niveaux, si ce soit la présence dans les médias des acteurs principaux, si ce soit l'absence de séparation finalement entre le gouvernement et le parti qui se présentait et le président qui jouait tous un peu le jeu des chaises musicales en se remplaçant successivement. Donc effectivement, les situations étaient déjà assez compliquées avant et pouvaient être contestées, et a été contestée d'ailleurs par les observateurs internationaux qui ont pu être présents lors des élections. Est-ce qu'on peut manifester librement en Russie ? C'est une très bonne question. Moi, je pense que la réponse c'est non, même si on a des exemples de manifestations et des manifestations qui débordent, comme c'était le cas, par exemple, il y a exactement 1 an, quand c'était de très grandes manifestations de nationalistes. Mais à un titre général, il n'y a pas de liberté de manifestation en Russie. Déjà, la législation est extrêmement sévère et tout à fait contestable en cette matière. On ne peut pas parler de liberté de manifestation proprement dit. Pour donner un tout petit exemple, il y a quelques jours, malheureusement, donc à la FIDH, nous ne travaillons pas seulement sur la Russie. Le vice-président de la FIDH bélarusse a été condamné à une lourde peine de prison à Minsk, en Bélarussie, et les organisations membres de la FIDH un peu partout dans le monde ont manifesté pour contester cette condamnation extrêmement sévère et injuste. Et d'ailleurs, qui a été condamnée par toutes les organisations gouvernementales dans le monde. Eh bien, le seul des 30 pays qui ont participé à cette manifestation, donc la Russie, a vu la représailles extrêmement sévère de manifestations qui pourtant était composée de 3 personnes. 3 personnes sont venues pour manifester. Donc la manifestation d'abord a été interdite et finalement, puisque la Constitution et la législation permettent à des personnes dispersées des manifestations individuelles, les 3 personnes dispersées à 30 mètres l'un de l'autre ont été arrêtées, ont passé la nuit dans les commissariats et finalement il y a une poursuite contre eux pour une manifestation illégale. Donc c'est pour dire que ce qui se passe actuellement est effectivement rare dans le sens qu'il y a beaucoup de monde dans les rues, ce que la Russie n'a pas connu depuis un moment, mais je rappelle qu'entre 2 et 10 000 personnes dans les rues pour une ville de même 12 millions d'habitants comme Moscou par exemple, c'est peu, et ça montre une crispation de pouvoir qui perçoit comme une menace toutes les manifestations libres, toutes les expressions libres. Vous voulez réagir hein? J'aimerais réagir, écoutez, moi comme j'ai déjà dit, je suis un homme d'affaires, je ne suis pas porte-parole du Kremlin, mais j'aimerais quand même préciser plusieurs points. Je pense que le premier point, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'opposition qui essaie aujourd'hui de contester les élections, il faut savoir de qui elle est composée et qui, en gros, finance cette opposition. Sont surtout, vous prenez l'exemple de M. Nemtsov, par exemple, ça a été l'ancien vice-premier ministre de la Russie, celui qui a participé à l'époque de Lénine à la destruction du pays, à la privatisation de façon très contestée des actifs qui appartenaient au pays. Et donc aujourd'hui, cette opposition, je pense que on n'est pas là devant une situation de contestation. Je pense que c'était ils étaient dans un rêve en voyant les révolutions en Afrique, etc. Donc ça a été
préparé à la base de se dire, quels que soient les résultats, on va essayer de sortir dans les rues, on va essayer de contester des élections. Mais Skenderov, vous ne pouvez pas remettre quand même en cause, il y a quand même de nombreuses organisations, et notamment l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, qui ont dénoncé des fraudes, des bourrages d'urnes. On l'a vu à la télévision d'État russe. Il y a eu peut-être des fraudes, mais on ne peut pas dire aujourd'hui... Et donc, il y a peut-être aujourd'hui un ras-le-bol aussi des Russes. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, cette élection a été truquée dans sa globalité. Je suis désolé. Écoutez, si vous permettez, je voudrais juste dire deux choses. D'abord sur le politique. Justement, le problème, c'est que tout a été fait. Enfin, il y a eu un décalage énorme entre les transformations sociales et le fait que le politique ne bouge pas. Effectivement, les partis politiques, c'est les mêmes que durant la période Eltsine. Mais pourquoi ? Parce que justement, le pouvoir de Vladimir Poutine a tout fait pour éviter que se constitue une opposition politique structurée. Donc, c'est-à-dire que, s'il a tout fait pour ça, ils ont toujours. Il y a combien de partis en France ? Alors, attendez, combien de partis aujourd'hui à l'Assemblée nationale en France ? On sait qu'il y a eu des. Attendez, on peut laisser parler. On sait que ces partis, ça a bougé, ils ont eu du mal à se renouveler, qu'il y a une sorte de très forte pression pour créer des partis qui ensuite sont plus ou moins déstabilisés. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, donc effectivement, il n'y a pas eu de transformation politique, alors qu'il y a eu d'immenses transformations sociales. Et moi, ça me rappelle un peu d'ailleurs certaines périodes soviétiques où il y a eu un décalage, et du coup ça a éclaté, il y a eu un décalage entre la société qui se transformait et le politique vivait comme il était il y a 20 ans. Deuxième chose, sur les manipulations. Il n'y a pas eu quelques manipulations. On voit maintenant, on a des résultats statistiques très précis. Qu'est-ce que ça montre ? Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a deux cartes qui me paraissent extraordinaires qui sont tirées des résultats de la commission électorale. Le taux de participation, la carte du taux de participation et la carte des résultats de Russie Unie. C'est exactement la même carte. Plus on vote, plus c'est Russie Unie qui a des voix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, plus on vote, plus on a mis des bulletins comme ça. Non. Et deuxième chose, non. Ça peut être deux choses. Ça peut être ça. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Deuxième chose, on a fait je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des courbes statistiques qui montrent la répartition des votes selon les bureaux de vote. Et bien la seule courbe anormale, c'est la courbe de parti uni. C'est une courbe qui montre très clairement, on ne peut pas rentrer dans le détail, que effectivement les manipulations ont été considérables. Quand vous avez 95% de votes de taux de participation dans les régions du Sud, du Nord-Caucase, du sud de la Russie. On pense à Tchétchénie quand même, 99,5%. Et que vous avez 95% de voix pour parti uni, on dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi ? Pareil en Tchoukotka. Mais parce que regardez parce que ce sont les régions où il y a des régimes. Vous ne pouvez pas prendre les choses en face. Prenez la Tchétchénie. Et comparez la Tchétchénie à l'Irak, à l'Afghanistan. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous allez en Tchétchénie, je peux vous dire que c'est 10 fois plus stable, 10 fois moins dangereux aujourd'hui que... Il y a quand même des violations terribles des droits de l'homme en Tchétchénie. On parle de la situation, il n'y a pas de guerre propre. Après, vous pouvez me montrer certaines guerres qui sont des guerres où on a fait une bonne communication, de la bonne image, etc. Et après, vous pouvez me montrer une autre guerre où il y a eu... La Tchétchénie n'est pas le bon exemple quand même. Aujourd'hui, non mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la Tchétchénie se trouve dans une situation complètement différente de la situation de l'Irak ou de l'Afghanistan. Donc, c'est pour ça que je pense... Pardon ? Donc ils contrôlent les votes. Prenons pas le cas de vote de Tchétchénie. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, s'il y avait une fraude réelle, comme vous dites, pourquoi la Russie unie ne serait pas à 80% ? Justement, on voit aujourd'hui, oui, qu'il y a une démocratie, il y a eu un recul des résultats du parti de Poutine, et c'est tout à fait normal. Il y a eu d'autres partis qui ont eu plus de résultats. Justement, Poutine, aujourd'hui, n'a pas la possibilité, comme vous avez dit, de changer de constitution, mais ça montre justement qu'on est dans un vote démocratique. Mais je suis désolé, lorsqu'il y a 5000 personnes qui avaient obtenu l'autorisation pour manifester, ils avaient eu un endroit précis pour manifester et sont allés devant Lublanka dans les endroits où ils n'étaient pas autorisés. Vous faites aujourd'hui la même chose en France, vous allez manifester devant l'Elysée alors que la manifestation n'était pas autorisée. Tout le monde va se faire embarquer et va aller au commissariat. Donc soyons réalistes. Les conditions d'arrestation, Sacha Koualeva, hein, vous me disiez tout à l'heure des arrestations musclées, des hommes qui comparaissent dans des cages, c'est bien ça, pour un délit finalement qui n'en est pas un, ce sont des gens qui manifestent. Tout à fait. Moi, je pense que quoi qu'il en soit, et même si effectivement les observateurs internationaux révèlent quand même des falsifications massives et incontestables pendant le vote, mais là maintenant on est face à une autre situation
une nouvelle situation, effectivement, où les gens qui ont été interpellés pendant ces manifestations apparaissent devant les juges dans les cages et menottés, comme c'est le cas, enfin, comme on peut le voir dans la télévision russe. Donc là, je pense qu'on ne peut pas le contester, quoi qu'il soit la situation. Et les personnes, là, juste avant d'arriver ici, j'ai parlé au téléphone avec un homme que je ne connaissais pas, qui n'est pas représentant d'opposition ou de quoi que ce soit, qui n'avait pas de poste officiel par ailleurs, et qui a un thorax complètement défoncé, multiples cassures au moment d'arrestation. Et je pense que déjà, en parlant de la situation en Russie, on ne veut pas obligatoirement comparer les situations entre Irak ou d'autres endroits du monde. Là, on parle d'une situation bien précise. Mais si on le compare avec la France, je ne pense pas que de tels cas massivement pourraient arriver avec des gens qui n'ont même pas pu être amenés au commissariat puisqu'ils ont été transférés directement aux urgences des hôpitaux. Annie de Bantou, je voudrais savoir, parce que je voudrais qu'on avance aussi un peu dans le débat, qui sont ces protestataires qui sont aujourd'hui dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg? Est-ce que ce sont des jeunes? C'est la classe moyenne? Mais écoutez, c'est assez intéressant parce que justement, j'étais en train de réfléchir que finalement, ces manifestations si spectaculaires auxquelles nous assistons depuis quelques jours ne sont pas strictement nouvelles. Elles sont spectaculaires, mais c'est tout. Il faut quand même noter que depuis des années, il y a des manifestations sporadiques dans ce pays qui sont réprimées, qui sont encerclées, contrôlées, évitées, mais qui ont lieu tout le temps. Qu'elles soient le fait des écologistes avec la forêt Rimki, qu'il soit le fait disons, de gens plutôt dans les milieux business à Vladivostok, etc. Enfin, je veux dire, ce pays bouge depuis des années. Simplement, c'est un pays immense où l'articulation était impossible à faire. Et selon moi, ce qui est très intéressant, c'est ce que disait Alain Blum, c'est-à-dire ce décrochage entre le social et le politique est en train de se faire. C'est-à-dire que de tout d'un coup, on réaffirme en termes politiques, démocratiques, c'est-à-dire sur une élection truquée, ce que l'on affirmait en termes strictement sectoriels, disons, jusqu'à présent. Alain Blum, qui sont ces protestataires? Non, justement, je pense que ce qui est intéressant, bon, il y a effectivement pas un grand nombre de protestataires, mais c'est assez révélateur. C'est beaucoup de jeunes, effectivement. C'est simplement l'expression. Facebook, les réseaux sociaux ont beaucoup joué aussi. Hein. Alors, d'ailleurs, ils vont c'est pas la première nécessairement... fois d'ailleurs. Non, c'est ancien. Ils vont pas nécessairement dans la rue d'ailleurs, mais il y a énormément de circulation. Tout ce qui a été sur les manipulations circule énormément sur Internet. Ce qu'il faut d'ailleurs prendre avec précaution. Hein. Il faut vraiment recouper les sources. Mais Internet est un moyen de protestation et évite d'aller dans la rue d'une certaine manière, mais ça bouge beaucoup. Donc ça, c'est la première chose. Mais moi, ce qui me frappe quand même, ces protestations sont effectivement anciennes. Il y a une très forte crispation du pouvoir politique depuis la révolution orange en Russie, il faut voir. Ils ont très peur d'une répétition qui était cette révolution, cette protestation en Ukraine qui a conduit au changement de gouvernement. Et on voit depuis ce moment-là, la Russie a très peur d'un mouvement similaire. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est que, et moi j'ai senti un changement dans la manière des gens de voir, ça a été cette permutation entre Poutine et Medvedev. Oui, parce qu'on rappelle, on va en reparler, on va faire une petite pause. On rappelle, on va en reparler. Je vais vous donner aussi la parole. On rappelle donc que Vladimir Poutine a été président de 2000 à 2008, que la Constitution ne lui permettait pas de se représenter une troisième fois et donc qu'il a cédé son siège à Dimitri Medvedev. Et là, ils vont à nouveau inverser les rôles pour la présidentielle de 2012. Le système Poutine, on va en parler dans un instant. La suite de notre débat, c'est dans quelques minutes. À tout de suite.